on est bon. On est plus sérieux du forum, ça c'est vrai. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct ici de Marrakech sur notre plateau Happy TV où on continue à parler cybersécurité, cette fois-ci à l'ère de l'intelligence artificielle sur le continent africain où le numérique pourrait peser près de 180 milliards de dollars à l'horizon 2025. Le risque cyber, lui aussi, accélère à la vitesse de la transformation digitale. La cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle est un enjeu crucial. L'intelligence artificielle permet à la fois aux acteurs de la cybersécurité d'être plus pertinents, de prévoir, d'anticiper, de mieux réagir, mais elle duplique également les différentes techniques et en tous les cas, elle amplifie la surface d'attaque. Alors quels sont les enjeux, quels usages de l'intelligence artificielle pour la cybersécurité? Comment peut-elle permettre de mieux anticiper, de mieux détecter, mais aussi de mieux réagir? Comment faire face et comment anticiper ce que les cyberattaquants pourraient en faire? Je vous propose d'aborder ces différentes questions avec nos invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Simba. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chairman du CESIA. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons également à vos côtés Mohamed Adrami. Merci Mohamed d'être également à nos côtés. Vous êtes Business Development Manager chez Data Protect. Nous avons également Clément Domingo, hacker éthique avec nous. Merci Clément d'être également à nos côtés, plus connu mondialement sous le nom de Sax, qu'on ne présente plus, et Goran Gotev. Merci également d'être à nos côtés. Merci d'être ici. Merci d'avoir accepté cette invitation et je rappelle donc que vous êtes chef de l'équipe tech de Rud Pedersen. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors évidemment, on a envie d'aborder avec vous ce premier champ de l'intelligence artificielle parce qu'effectivement, on voit qu'en matière de cybersécurité, qui est un sujet de plus en plus prégnant, pris à bras-le-corps par le continent africain et en particulier par les États qui sont présents ici sur cet événement, par les banques, par les fintechs, bref, par tous les acteurs de cet écosystème. L'intelligence artificielle permet de mieux se protéger, permet de renforcer cette cyberdéfense. À quel niveau est-ce qu'aujourd'hui c'est dimensionnant? Comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle comme un véritable atout dans ce domaine? Mohamed, est-ce que vous voulez peut-être débuter cette séquence? Merci. On a vécu beaucoup d'évolutions au niveau cybersécurité en termes, ne serait-ce que sur la partie technologique. Aujourd'hui, l'IA est devenue un must et un élément indispensable sur la partie cybersécurité, en tout cas ne serait-ce que la partie défensive, du point de vue qu'on voit. Et l'importance pour toute structure qui veut se protéger, c'est d'être plutôt dans le préventif plutôt que sur la partie réponse une fois qu'on a l'attaque. Et l'IA aujourd'hui est devenu un composant important pour pouvoir prédire un peu les différents comportements des différents utilisateurs. Et ça a permis ce qu'on appelle la partie User Behavior Analysis, de pouvoir prédire les comportements des gens. Et sur la base des différents modèles existants, développer des modules qui peuvent nous dire un comportement, on peut le considérer comme étant normal ou anormal. Et ça, l'IA, justement, joue un rôle très important pour pouvoir le faire. Voilà. Didier, vous vouliez peut-être compléter sur cette puissance de l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité? Effectivement, il y a bien cette notion il y a bien cette notion d'intelligence artificielle qui vient aider, qui vient devenir un appui. Il y a quelques années encore, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, quand on avait besoin de faire une recherche, on allait sur Google, on posait la question et puis on regardait, on tombait sur tout et n'importe quoi. Il fallait dépoussiérer et trouver la meilleure approche possible pour répondre à notre problématique. Aujourd'hui, en quelques clics, on peut avoir exactement ce qu'on veut. Il suffit d'écrire un mail et de demander à une intelligence artificielle de nous la corriger. Elle nous corrige, ça c'est la simplification. Mais au niveau de la cybersécurité, il y a bien cette notion d'être capable d'anticiper, d'avoir un coup d'avance sur, par exemple, les cyberattaques qui pourraient nous arriver ou encore même sur les cybercriminels. Commencer à réfléchir comme les cybercriminels et anticiper leurs coups avant que le phénomène ne nous arrive. Clément, peut-être justement sur ces cybercriminels qu'il faut contrer. Alors on le voit, les acteurs innovent, mettent de l'intelligence artificielle, mais de l'autre côté, ils sont aussi très créatifs et donc effectivement, ils utilisent l'intelligence artificielle, ce qui rend d'ailleurs des attaques
notamment le phishing dont on a beaucoup parlé, de plus en plus crédible. Et donc même quand on est averti, on voit certains acteurs qui se font piéger. C'est exactement ça, Mélanie. Et je pense qu'il y a un exemple qui, lui, hélas, n'est pas en Afrique, mais qui s'est déroulé en Hong Kong en début d'année, dont on parle beaucoup. Et je pense qu'il va, hélas, tendre à se répéter. Donc, juste pour rappel, c'est ce donneur d'or, en tout cas, ce signataire, dépositaire d'une signature qui est quand même autorisé un virement de pas loin de plus de 20 millions de dollars, donc 25 exactement. Et ce qui est fou, c'est que toutes les personnes qu'il avait dans la salle virtuelle, parce que c'était une visioconférence, c'était ses collègues, mais à aucun moment donné, c'était ses collègues. Donc c'était vraiment que des personnes qui ont été générées par intelligence artificielle. Et ça, pour raconter une petite anecdote, je traîne beaucoup dans des groupes cybercriminels, vraiment dans différentes forums là-dessus. Et je pense qu'un des outils les plus fous sur lesquels j'ai pu tomber, c'est aujourd'hui, on imagine que j'ai juste besoin de 20 minutes de vidéo de vous, Mélanie, et de votre voix, les un peu moins 10 minutes. Et en termes de coût d'entrée, juste besoin d'un setup informatique. Et ensuite, je vais pouvoir parler. Et pendant que je parle, on voit exactement vous, Mélanie, en train peut-être de présenter ce plateau-là. Et je pense que ça va venir un peu exacerber et rendre encore beaucoup plus difficile aujourd'hui ce spectre-là de la cybersécurité, surtout de la cybercriminalité que l'on connaît sur le territoire, et comment on prévient tout cela, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau de nos entreprises, au niveau un peu de notre tissu économique, comment on met en place des solutions techniques et technologiques pour venir contrer ça. Mais je pense que l'IA peut être vraiment cet énorme plus, mais cet énorme moins si on ne prend pas le temps de légiférer par rapport à tout cela. Quelles sont les menaces aujourd'hui que l'on voit soit émerger? On parlait de celle-ci, du phishing là, qui clairement se professionnalise, si je puis dire. Quelles sont les autres menaces qui sont dopées à l'IA aujourd'hui? On pense à la fraude notamment. En fait, il y a beaucoup de fraude. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, en termes un peu d'IA, pour vous donner un cas d'exemple que j'ai pu traiter sur les 3 dernières semaines, une autre entité, cette fois-ci européenne, bancaire, ce qui s'est passé, c'est que les cybercriminels avaient mis la main sur, vous savez, ces énormes fuites de données dont on parle beaucoup. On va avoir des leaks d'informations, donc un nom, un prénom, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone. Les gens pensent que la plupart du temps, c'est anodin, mais ce n'est pas si anodin que ça, parce que dopé à l'IA, on peut venir générer tout un corpus, tout un contexte qui soit tellement proche de la personne. Et lorsque vous allez recevoir ces fameux mails ou SMS de phishing dont tout à l'heure vous faisiez un peu référence, tellement ça va être proche de la réalité, de ce que vous connaissez un peu de votre quotidien, que vos barrières vont être encore beaucoup plus abaissées, et ça va permettre d'aller peut-être beaucoup plus loin pour générer cette terme un peu de fraude totalement à l'assurance, fraude un peu à la carte bancaire, fraude aussi un tout petit peu, on va dire aujourd'hui, surtout aussi sur la fintech, parce que ici en Afrique, certes, je pense qu'on doit être pas loin de 5% de la population qui est bancarisée, mais le reste aujourd'hui, c'est sur les fintech, parce que vous savez, avec la diaspora, il y a beaucoup qui envoient de l'argent, et ça se passe un peu par tout le côté un peu money, et ça, je pense que ça va aussi être un des prochains vecteurs d'attaque. Et ce que vous disiez sur les données d'identité, d'identification, c'est loin d'être anodin, puisqu'on en parlait ce matin sur ce plateau. Et parmi les fraudes au paiement, les premières qui arrivent sont l'usurpation d'identité. Et donc là, on voit très bien le lien avec ces données qui sont récupérées à travers ces attaques et qui ensuite génèrent effectivement des problèmes importants. Mohamed, vous vouliez peut-être réagir à ce point-là? Oui, l'autre micro. Quand on parle d'IA et d'attaque, parce que ça me rappelle les premiers débats qu'on a eu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce qu'on peut l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser? Sur l'IA, on a les mêmes débats. Est-ce que l'IA est bonne, est-ce que l'IA est méchante? Et c'est exactement la même chose. On a un bon côté parce que ça nous permet de pouvoir améliorer nos barrières de protection. Mais les hackers, de l'autre côté, utilisent les mêmes mécanismes et les mêmes technologies pour développer des modèles sur la base de modèles existants pour pouvoir prédire des choses. Et là, on a parlé d'usurpation d'identité. Les cas des personnes virtuelles sur des cols, ça peut être un cas réel. En plus, comme nous, on est en train de développer des modèles sur la base des modèles IA pour pouvoir prédire la fraude, les hackers se basent sur des modèles IA pour prédire le comportement de la personne. Et on peut carrément... un comportement qui nous a paru normal, c'est un comportement qui a été généré par l'IA parce qu'il a analysé une année de transactions d'un client, donc il sait que ces projets de transactions peuvent être d'un type bien donné et faire exactement la transaction, alors que nous, de notre côté, en se basant aussi sur l'IA, on va se dire, tiens, c'est un comportement normal, alors qu'il a été généré par l'IA. Parlons aussi d'ingénierie sociale.
sur le phoning. Aujourd'hui, on a de la voix sur la partie IA et on a des clients qui reçoivent des appels générés par l'IA pour pouvoir conduire l'utilisateur pour faire des transactions ou divulguer de l'information sensible, des données de carte ou d'autres. Voilà. Et c'est vrai que sur ce point-là, ce qu'il faut bien rappeler, notamment, même c'est presque de la sensibilisation à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est effectivement de rester vigilant parce que c'est extrêmement bien préparé, bien amené, et donc c'est particulièrement réaliste, ce qui fait que on voit aujourd'hui des transformations de ces attaques qui réussissent parce que l'intelligence artificielle rend beaucoup plus crédible. Goran, j'aimerais avoir votre point de vue. J'ai vu que vous acquiesciez sur ce que disaient à la fois Clément et Mohamed, donc j'imagine que vous partagez aussi. Mais peut-être un point aussi sur la législation après, sur la compliance, parce que ça va permettre d'aider aussi. Mais avant de mentionner la législation, et vraiment pour me mettre d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant, moi je pense que ce qui est très important, c'est qu'on a identifié le sujet comme la cybersécurité dans l'ère de l'IA. Moi, je pense que aussi on devrait aussi, faire un pas en arrière et regarder en fait plus globalement dans les choses, en disant que la technologie dans l'ère de l'IA, c'est quelque chose qui importe aussi. Parce que finalement, on parle beaucoup de ransomware, on parle beaucoup de deepfake, on parle beaucoup de toutes ces techniques, on va dire, de malveillance qui ont été développées ces dernières années. Mais n'oublions pas aussi que l'IA, d'abord, c'est un concept qui a existé depuis des années. On a parlé aussi du concept de est-ce que l'IA est gentille ou méchante. Alors souvent, l'IA ne va pas se poser cette question-là. L'IA est là une technologie, pour résoudre c'est surtout ce que l'on en fait qui va être bien ou pas. C'est l'usage que l'humain en fait. Voilà, c'est quel usage on en fait et comment est-ce que nous, en fait, en tant qu'acteurs, en fait, on va entraîner l'IA et quelles sont nos intentions. Mais finalement aussi, c'est comment l'IA impacte les technologies. Donc elle impacte effectivement les utilisateurs, mais elle impacte les technologies. Donc moi, il y a à peu près une dizaine d'années déjà, je travaillais pour l'un des plus gros fournisseurs d'antivirus au monde. Et déjà à l'époque, notre équipe de recherche aux États-Unis travaillait sur un modèle de bias, je ne sais pas comment on appelait ça en français, où en fait l'intelligence artificielle dans par exemple le contexte des véhicules connectés n'avait pas de mauvaises intentions, mais c'est juste qu'en fait avec une méthode c'est même pas de hacking technologique, c'était juste vraiment de tromperie, on va dire à l'œil nu dans ce contexte-là de caméra, avec un petit peu de scotch noir et blanc sur un signe stop, disait en fait à la voiture connectée que le signe stop n'était plus un signe stop, c'était un signe de 45 miles par heure de vitesse maximum. Donc imaginez en fait si ça s'est déployé à une échelle, on va dire, actuelle de voitures connectées, voilà l'impact que ça peut avoir. Donc effectivement, il y a cet aspect technologique. Vous avez mentionné justement l'aspect de la législation. On voit effectivement qu'il y a beaucoup d'intérêt dans beaucoup de parties différentes du monde de réguler l'intelligence artificielle aux États-Unis, en Afrique. En Europe, on a eu le AI Act qui a fait beaucoup parler de lui. Dieu sait qu'on est encore en train de regarder exactement comment il va être implémenté parce que c'est quand même un assez gros texte, on va dire. Mais ce que j'ai trouvé vraiment assez pertinent et intéressant, c'est qu'il classifie l'IA selon les dommages potentiels. Donc, c'est-à-dire, il y a le IA qui ne pourrait pas être acceptable du point de vue du marché intérieur européen, qui serait par exemple apparenté à des choses comme la surveillance en masse incontrôlée. Il y aurait le IA qui serait vraiment très sérieusement régulé. Par exemple, l'intelligence artificielle utilisée pour des logiciels qui sont utilisés dans un contexte de OIV. Et après, bien sûr, on a les aspects un petit peu moins critiques. Donc ça, c'est peut-être une première étape. Mais ce que je pense aussi qui est important, c'est d'avoir une espèce de conversation entre les différents législateurs autour du monde et une convergence. Parce que ça, c'est très important aussi pour les compagnies qui veulent exporter et qui veulent en fait accroître leur présence sur des marchés étrangers, de pouvoir justement avoir cette prédictabilité-là d'un point de vue juridique. Goran, vous utilisiez le conditionnel dans cette concertation des acteurs. On imagine donc que ça n'est pas encore à l'œuvre. En tous les cas, il y a des échanges, il y a des éléments pour effectivement avancer ensemble, mais on voit que c'est encore compliqué. On en est au balbutiement. Et puis il y a quand même cette problématique
de millefeuille de compliance, si vous me permettez un petit peu l'image, où on voit qu'effectivement, il y a de plus en plus de réglementations, ce qui peut être positif, mais c'est aussi particulièrement compliqué d'être compliant avec chacune d'entre elles qui parfois peuvent se confronter sur certains éléments qui ne sont pas toujours évidents à prendre en compte quand on est une entreprise notamment. Oui, absolument. Et je voulais juste, ici, clairement souligner un aspect très important, c'est que tout importe aussi de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que les plus grandes entreprises du monde, les Fortune 100 et ainsi de suite, déjà pour eux, c'est assez compliqué avec toutes leurs capacités, toutes leurs ressources, d'un point de vue juridique, de personnel, propriété intellectuelle, pardon, voilà, de pouvoir se mettre en conformité. Alors imaginez si vous êtes une plus petite organisation qui essaie d'être compétitive sur ces marchés-là. Donc effectivement, d'un point de vue de simplification des réglementations, c'est quelque chose aussi qui ramène un petit peu, on va dire, le barème en fait à un niveau plus acceptable pour toutes les organisations. Bien sûr, on peut faire ça de façon intelligente, en se focalisant sur les aspects les plus sensibles d'un point de vue de sécurité, mais voilà, essayer encore une fois d'avoir un alignement. Mais la simplification n'est pas forcément effectivement le contraire de l'excellence qui peut être recherchée, et donc elle peut au contraire l'accompagner, peut-être même la faciliter dans sa mise en œuvre. Il y a également cette harmonisation qui va être nécessaire dans ce monde globalisé où tout est interconnecté. On parlait des entreprises, les États sont également bien entendu concernés. On pense évidemment, en étant ici, à la Convention de Malabo, et là, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Clément ? Je me désole que la convention de Malabo ne soit pas au goût du jour. Quand on parle de la convention de Malabo, pour rappeler très rapidement, 2014, 27 juin 2014, Guinée équatoriale, ou en tout cas ces 55 en Afrique se disent ok, on va faire quelque chose là-dessus. Mais on se rend compte quand même que Mélanie et chers amis ici, 10 ans après, ok, je vais assumer, la convention de Malabo c'est un échec. C'est un échec déjà parce que quand on regarde le nombre de pays qui ont ratifié et signé cette convention, on est à moins d'une vingtaine de pays. Pire encore, dans ceux qui sont partis jusqu'à la ratifier, en l'état, ceux qui ont vraiment un organe qui se permet vraiment de déployer cette convention-là, on peut les compter sur les doigts d'une main, et je mesure bien mes propos une fois de plus, Mélanie. Et les deux derniers points que je vais rajouter, quand on regarde aujourd'hui en l'état la convention de Malabo, sur ces 55 articles qu'elle contient, il n'y a absolument rien, et je dis bien absolument rien par rapport à des notions de cybersécurité, et pire encore à des notions d'intelligence artificielle. Et je pense qu'il est totalement urgent de se remettre autour de la table et de dire comment on amende cette convention de Malabo-là, comment on rajoute des choses, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe sur le continent africain, en termes de cybersécurité, en termes de cybermenaces, et avec les effets indus, qu'on le veuille ou non, de l'intelligence artificielle, il est grand temps qu'on fasse quelque chose par rapport à cette convention. Et est-ce que justement la convention dédiée à la cybersécurité portée par les Nations Unies, qui est censée en fait venir mettre un chapeau au niveau international, est-ce qu'elle vient apporter un complément? Est-ce qu'elle viendrait répondre à cet élément sur la convention de Malabo par exemple? Ou est-ce que c'est encore quelque chose de différent de plus? Je vais pas me faire des amis, mais c'est pas très grave. L'Union africaine, je pense qu'elle est encore une fois de plus hors clou, surtout quand on regarde ce qui s'est passé, que je ne citerai pas ici, sur les derniers mois, ce qui s'est passé au sein même de l'Union africaine en termes de cyberattaque. Et je pense aujourd'hui qu'il y a un vrai besoin, une fois de plus, c'est pas vraiment venir tirer sur l'ambulance, mais juste de se dire, ok, on remet tout à plat, on se dit les choses, mais surtout, comment chacun d'entre nous, et surtout secteur public, secteur privé, que je rappelle, ici en Afrique, on a énormément de mal à faire communiquer les deux. Il faut arrêter un peu ce temps entre soi, il faut arrêter un peu de travailler en silo, mais de mettre un peu toutes ces forces vives en présence, en harmonie, essayer d'avoir quelque chose qui puisse aller de l'avant. Et je rappelle qu'on a un vrai défi, Mélanie. D'ici fin 2030, je le rappelais ce matin, 1 jeune sur 2 dans le monde sera africain. Donc on a un peu besoin par rapport à ça, par rapport un peu à la digitalisation, surtout de pouvoir apporter de vraies réponses, aussi bien sur le plan de la formation, sur le plan de cette fameuse un peu capacity building, comme disent un peu nos amis un peu anglo-saxons, comment on fait monter son compétence et surtout comment on investit massivement. Je vais encore être totalement violent dans mes propos,
Mais tant qu'on ne mettra pas suffisamment d'argent sur la table, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de nos différents États, voire même aussi de manière régionale, tout ce qu'on va faire, ça ne sera que du pipi de chat. Ce sera juste venir un peu écoper la mer en fait, avec une petite cuillère dans nos seaux. Ça ne servira strictement à rien. Et pour terminer sur ça, quand je vois que d'autres pays, comme les États-Unis, comme la Chine, ou d'autres consortiums comme l'Europe mettent jusqu'à 5 à 10% de leur PIB dans la cyber, dans la défense, ça donne le ton. Il y a par extension ce que vous disiez, alors plusieurs sujets sur l'éducation, etc. On y reviendra juste après. Mais avant ça, sur cette coopération, ce partage d'échanges, ce partage d'informations, et puis cette coopération pour monter en puissance, vous le disiez, l'Union européenne aussi s'est rapprochée avec le Global Gateway. Et là, on voit bien la force, la puissance qui pourrait s'opérer entre l'Europe et l'Afrique pour pouvoir aller plus loin et accompagner cette dynamique avec des fonds financiers qui sont nécessaires, mais pas que. Il y a tout un programme avec des mises en œuvre derrière qui sont importantes. Comment est-ce qu'on peut renforcer cette coopération? Comment est-ce que vous la voyez à l'œuvre? Et puis par extension, au-delà des États, avec les entreprises, et là c'est le public-privé qui est absolument crucial dans cette montée en capacité qui est attendue. Comment est-ce que vous percevez ces enjeux? Est-ce que, Goran, je sais que vous devez nous quitter dans pas longtemps, est-ce que vous voudriez peut-être nous rajouter un petit mot avant qu'on vous laisse vous échapper pour la suite de votre agenda? Avec grand plaisir. Non, effectivement, Global Gateway est un instrument absolument important pour le futur du développement des relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Je pense que ce qui est important aussi peut-être, enfin, moi venant de Bruxelles, donc forcément, souvent, j'ai un petit peu tendance en fait à être un petit peu dans ma bulle intra-européenne, hein, voilà, parler de les petits détails de l'acte sur l'intelligence artificielle et ainsi de suite. C'est vrai que des fois, c'est utile aussi justement et très plaisant d'avoir ces conversations qui sont un petit peu plus géostratégiques pour se rendre compte aussi effectivement qu'il y a un intérêt commun. Et c'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut explorer ces intérêts communs entre les différents partenaires stratégiques et sachant aussi que l'Union européenne actuellement est en recherche de développement de ces relations stratégiques avec des partenaires, comment dire, alignés d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de développement des politiques. Par exemple, en Europe, on a eu récemment deux ex-premiers ministres italiens qui avaient été demandé par la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, de préparer des rapports sur la compétitivité en Europe. Donc c'est les rapports d'Enrico Letta et de Mario Draghi, où sur des centaines et des centaines de pages, tout ce qu'on parle, c'est comment l'Europe va rester en arrière par rapport à la Chine et les États-Unis, comment ils doivent développer leur partenariat stratégique et comment ça doit aller dans tous les aspects de l'innovation, du développement des technologies, des projets d'infrastructure, de l'échange de know-how, de la recherche et développement. Donc moi je pense qu'effectivement, encore une fois, Global Gateway, c'est justement un de ces instruments de futur. Peut-être juste un point sur l'éthique. Dans AI Act, dans ces différents échanges, souvent est prôné, et Madame la Présidente que vous citiez le met souvent à l'honneur, ces valeurs européennes autour de l'éthique de l'intelligence artificielle à l'heure où on est dans une compétition mondiale particulièrement agressive. Est-ce qu'aujourd'hui c'est sur ce vecteur-là que nous pouvons construire des ponts très forts avec le continent africain, avec les différents pays qui arment ce continent? Juste parce que je dois partir, mais j'allais dire juste en 10 secondes, je pense absolument. Je vais donner un exemple avec par exemple le RGPD. Le RGPD est aussi, on va dire, une réglementation européenne qui finalement définit les valeurs de l'Union européenne concernant la confidentialité des données, comment elles doivent être traitées ou sous-traitées. D'ailleurs, Goran, à partir du 17 octobre, ouais, là en fait, 2. on va avoir quelque chose totalement nouveau qui s'appelle Nice 2 en Europe. Et aussi par extension Dora qui va aussi apporter son lot. Mais je pense que juste sur ce point-là, et puis pour ensuite repasser la parole à Goran, en tout cas chez outre-continent et surtout en Europe, ça va être quelque chose, je pense, de très très bon parce qu'en tout cas Nice 2 aura cette truc en plus que le RGPD qui est passé vraiment en 2018 n'a pas, pouvoir de coercition de venir un peu taper sur la doigt de certaines entreprises parce qu'aujourd'hui je pense que tant qu'on n'aura pas de coercition sur les entreprises, une fois de plus, ça ne servira à rien.
Et ce que vous disiez sur Nice 2, c'est qu'il y a effectivement des sanctions qui sont aussi prévues par le RGPD, mais c'est aussi la responsabilité pénale des dirigeants qui va être engagée. Et là, on joue effectivement, pardonnez-moi, mais dans une autre cour. Et ça, clairement, ça peut faire aussi la différence. Goran, avant de partir, vous vouliez rajouter un petit mot? Oui, absolument, juste pour remercier Sax, parce que Nice 2, peut-être mon épouse ne va pas être contente d'entendre ça, mais je me lève et je me couche avec Nice 2 depuis déjà plus de 2 ans. Mais effectivement, c'est le nouveau game changer au niveau européen et au-delà aussi, effectivement, parce que moi je pense qu'il aura justement cet effet d'application extraterritoriale. Il bâtit vraiment au-dessus de ce que la législation de Nice actuelle prône déjà et ramène vraiment des éléments concrets en termes de responsabilisation des OIV, en termes de protocole pour la notification d'incidents. Donc effectivement, ça c'est encore vraiment quelque chose qui va être extrêmement stratégique, extrêmement utile pour, on va dire, le développement de la résilience de tous les partenaires qui vont vouloir souscrire au NIS 2. Merci beaucoup, Merci Goran. Alors, Merci je sais que vous devez nous quitter, mais je reste quand même avec vous, messieurs. Je vous garde encore quelques minutes avec moi parce qu'il y a d'autres questions. Simplement, peut-être pour rappeler Dora, qui évoquait à l'instant Clément, qui concerne particulièrement les acteurs qui sont sur Rapid, puisqu'on touche au domaine bancaire et financier. Et donc là, effectivement, Mohamed, je vois que vous réagissez parce que j'imagine que peut-être comme Goran qui se lève et qui se couche avec Nice 2, vous, votre livre de chevet, c'est certainement Dora aussi en ce moment. En tous les cas, qui vont arriver très prochainement, parce qu'on voit que ça couvre l'ensemble du domaine. En fait, avant d'arriver à Dora, quand on parle de bridge entre l'Europe et l'Afrique, hier on était sur un dîner-débat, on parlait de souveraineté. Et on parlait de l'IA, ça a débouché vers le cloud, et on parlait en tant que continent africain. Et avant de s'exciter pour un bridge entre l'Europe et l'Afrique, il est très important d'avoir des bridges déjà entre pays africains. On intervient chez Data Protect sur un certain nombre d'éléments, notamment sur la partie GRC, pour la partie conformité, pour data privacy et tout ça. On est sur, j'ai pas le nombre, chaque pays a sa loi. Le Maroc, on a notre loi, Sénégal, il y a une réglementation, Côte d'Ivoire, il y a une réglementation, Cameroun, il y a une réglementation. Et on se dit déjà, pourquoi on n'a pas une réglementation Les fameuses orientations, soit 2030 ou soit pure encore au niveau de l'Union africaine, si tu me permets tout à l'heure, qui elle a un peu un programme à 2060. Et c'est dommage qu'on parle d'un bridge entre l'Europe et l'Afrique, alors que déjà entre Afrique, on n'a pas ces bridges, et ça permet justement, quand on parle de l'IA, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur notre continent, on est purement des consommateurs de ce qui nous arrive au-delà de la Méditerranée ou de l'Atlantique, ou du Pacifique. Aujourd'hui, alors qu'on a des modèles qui sont open source, qui sont réutilisables, et on a aujourd'hui du mal à pouvoir, je dirais, industrialiser le concept de telle sorte à pouvoir créer quelque chose de purement africain, et on peut justement avoir quelque chose d'adapté, et on peut parler de loi africaine pour la data privacy ou pour le Cloud Act ou le IA Act ou autre. Alors pour Dora, encore une fois, c'est vrai, on en parle beaucoup à Data Protect pour la simple raison que on a un bureau à Paris et on commence à accompagner un certain nombre de clients, notamment sur la partie bancaire, sur la partie Dora. Et on commence à voir l'impact sur le marché marocain aujourd'hui. La Banque centrale a fait un effort à regrouper toutes les banques de la place pour pouvoir sensibiliser les acteurs locaux par rapport à Dora et par rapport à la résilience en général. Et c'est vrai que ça fait une couche de plus, en tout cas sur le secteur bancaire, parce qu'on parle de PCI DSS, on parle de l'ISO, on parle de RGPD, on parle de TAFTA, on parle de Dora, et ça fait une couche de plus pour pouvoir, et en fin de compte, c'est un ensemble de bonnes pratiques, certes, qu'il va falloir mettre en place, mais juste pour vous dire qu'en tout cas, sur le marché marocain aujourd'hui, pas mal d'acteurs ont déjà lancé le chantier, des chantiers, pas Dora parce que indirectement, mais en tout cas des chantiers de résilience, de telle sorte à ce qu'on puisse renforcer et pouvoir agir. Et là, encore une fois, pour revenir au sujet initial, l'IA joue un rôle très très important parce que, encore une fois, on est dans le préventif, pour pouvoir prédire un peu ce qui risque de passer en termes d'attaque, pour voir quel est le scénario de réponse qu'on peut apporter au cas où on a ce genre de scénario d'incident qui peut se produire. On a un SOC à Data Protect depuis des années, on supervise une centaine de clients à 90% banque, et on voit là, on a senti vraiment l'impact de l'IA dans l'amélioration du travail des analystes SOC, dans tout ce qui est détection des anomalies et des alertes, mais d'une manière fantastique parce que il suffit de voir l'évolution qu'a connue l'IA et qui a été accompagnée
par les éditeurs de solutions en cybersécurité dans tout ce qui est analyse comportementale et ça a amélioré l'efficience des acteurs ou des analystes sur ce volet-là. Et encore une fois, entre l'IA et Dora, tous les scénarios, pas tout, on peut se baser vraiment sur l'IA pour pouvoir générer des modèles d'attaque et jouer des scénarios carrément réels et voir sur le plan résilience comment on réagit à l'attaque là, en termes de business continuity, en termes de cellules de communication, en termes de cellules de crise, en termes de gestion de ressources, en termes d'identification des ressources clés à dupliquer en termes de business, de reprise d'activité. Donc voilà, c'est le lien un peu en train de jouer entre les deux concepts. Et ce que vous évoquiez, il y avait effectivement un certain nombre d'informations qui se regroupent. Vous parliez d'intelligence artificielle, vous parliez de renforcer les liens déjà en premier lieu sur le continent africain. Et pour ça, il faut des talents. La jeunesse, elle est là, elle est ambitieuse, elle a envie de se saisir de ces sujets. Et au Maroc, vous avez une chance extraordinaire qui va vous aider évidemment dans cette dimension-là, puisque vous avez l'université polytechnique Mohamed VI où il y a une dimension intelligence artificielle de très très haut niveau, avec notamment l'UNESCO qui a labellisé cette dimension-là. Et ça va vous propulser dans cette dimension. En fait, le Maroc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées. Et je pense qu'on s'est rendu compte qu'on peut être un hub de ressources de très très bonne qualité, des profils de bonne formation. Il y a l'UM6P et je les félicite. Ce qu'ils ont fait en termes de parcours de formation, c'est juste extraordinaire. Le pays, on en a besoin. L'Afrique, on en a besoin. Et franchement, je vous dis, le monde, on en a besoin. Quand on voit le circuit de profils qui quittent l'Afrique en général pour partir en Europe, en Moyen-Orient ou carrément de l'autre côté de l'Atlantique, c'est juste énorme. Le Maroc, au-delà de l'UM6P, il y a une initiative qui a été lancée par le ministère de la Transition et financée par des bailleurs de fonds pour former un peu plus de 1000 personnes, rien que pour la partie cybersécurité. On a eu le privilège, et ils ont nommé le programme Job in Tech, et on a eu le privilège de sélectionner parmi les profils. L'IA, encore une fois, joue un rôle très important. On a utilisé l'IA pour modéliser, donc on a une BU qui s'appelle Cyber Security Skills Lab, c'est une académie dédiée à formation, et on a profité de l'IA pour pouvoir générer dans un temps record un peu plus de 80 modules cybersécurité de bout en bout. Moyennant l'accompagnement des consultants experts pour pouvoir vérifier les modules, vérifier le contenu, travailler sur les labs, mais tout le contenu de bout en bout a été généré par l'IA, tourné par l'IA, traduit par l'IA, parce qu'on était capable de faire ça en français, en arabe et en anglais, en arabe classique, et c'était l'IA a été d'une grande valeur. Et ça, c'est nous, on l'a industrialisé pour répondre à un projet d'État. Aujourd'hui, nous, on le voit quand on reçoit des stagiaires chez nous, ils se basent sur l'IA pour pouvoir se rendre du jour au lendemain expert sur un domaine. On lui donne un sujet, demain, il nous fait une presse de 20 minutes sur le sujet comme s'il travaillait depuis 2 ans. Alors Didier, évidemment, je me tourne vers vous puisqu'on parle des talents, puisqu'on parle de cette jeunesse qui a effectivement beaucoup d'opportunités face à elle. Et là, quand on voit l'intelligence artificielle, il y a les deux facettes. Il y a à la fois comment former ces talents à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis pour la cybersécurité, il y a ces talents dont vous avez besoin, mais on voit qu'il y a une véritable pénurie. Ça, c'est au niveau planétaire. Et là, l'intelligence artificielle pourrait aider tous les acteurs qui ont besoin de ces talents qu'ils ont du mal à trouver. Effectivement, il y a cette pénurie qui est très remarquée et qui est d'ailleurs signalée par le baromètre de la cybersécurité en Afrique que publie le CESIA chaque année. On a remonté l'indicateur qui était de 56% des entreprises africaines déclaraient qu'ils avaient une pénurie des talents. La pénurie des talents, elle est flagrante. Elle est flagrante pour plusieurs raisons. Moi, personnellement, j'accompagne les chefs d'État, enfin les gouvernements africains dans la mise en place des stratégies de cybersécurité. Et en échangeant avec ces acteurs-là, je me rends compte que la question de la cybersécurité, j'assume encore une fois, un peu comme dirait Clément, ce que je dirais, c'est que c'est une question qui les dépasse. Ils ne comprennent pas exactement de quoi est-ce qu'on parle et la prise des décisions, à partir du moment où je ne comprends pas de quoi je parle, la prise des décisions derrière, elle ne sera pas faite. La stratégie ne sera pas mise en place, les talents, on ne va pas les créer et à chaque fois qu'on aura un problème, à chaque fois qu'on sera embêté par quelque chose, ben on ira chercher à l'étranger parce on pense qu'à l'étranger, c'est la meilleure solution. Et donc, en fait, on ne crée pas les talents dans les différents pays. Je prends le cas du Gabon, le pays d'où je viens.
on a des initiatives qui sont mises en place. Et là, typiquement, il y a une grande école inter-État qui est à Libreville, qui est basée à Libreville, que j'accompagne. Dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, on a mis en place un programme de formation à la fois sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle et sur le big data. Quand on a dit tout ça, tout à l'heure, on parlait de créer des ponts entre les États africains, créer des ponts avec peut-être les pays au-delà de l'Afrique. C'est très bien. La problématique qui arrive, et je rejoins Clément là-dessus, c'est que l'Union africaine a échoué. L'Union africaine ne veut pas reconnaître son échec, déjà, sur cette histoire de la Convention de Malabo, ne reconnaît pas son échec, et on reste avec quelque chose qui nous tient sur le pied. La Convention de Malabo, qui, aujourd'hui, 10 ans plus tard, n'a pas bougé d'une seule ligne, et même les personnes ne ratifient cette convention, et l'Union africaine ne se pose même pas la question de se dire comment je peux produire quelque chose qui ne se met pas à jour, et ça ne les préoccupe pas du tout. 10 ans plus tard, beaucoup de choses ont évolué. 10 ans plus tard, quand on parlait de sécurité informatique il y a 10 ans, aujourd'hui on parle de cybersécurité, de sécurité numérique, de protection de données, de l'intelligence artificielle. Demain on va parler du méta, demain on va parler du métaverse, je veux dire. Demain on va parler d'autres choses. Et tout ça est en train d'être accumulé. Je vois dans les différents pays que j'ai la chance de visiter des initiatives qui se mettent en place. On commence à essayer de vouloir légiférer sur l'intelligence artificielle. On légifère sur l'intelligence artificielle, mais on ne s'est même pas encore stabilisé sur la cybersécurité. Nous ne sommes pas encore stabilisés sur la protection de données. C'est très difficile. Après ça, ce que j'observe, et c'est ce que disait Mohamed tout à l'heure, c'est que chaque pays fait des choses dans son coin. Là où il y a tout le défi, c'est de réussir à faire quelque chose ensemble. Et le ensemble, ça ne sert à rien. Et c'est ce que je crois que l'Union africaine ou même les instances qui décident là-dessus essaient de faire, c'est de se dire on va réinventer la bête à 4 pattes. Elle existe déjà, cette bête. Il faut simplement partir sur les modèles qui existent. On a entendu parler du RGPD. On n'est pas en train de dire qu'il faut imiter le RGPD, mais je pense que si on produit quelque chose qui se rapproche du RGPD, demain, il est plus facile de tendre la main à l'Europe parce qu'on a un modèle qui est déjà très proche du RGPD. Et la création des compétences, pour revenir juste sur cette chose-là, enfin sur ce point, remonte justement du fait que les compétences, elles existent. Elles ont du mal à être reconnues à mon appréciation, bien sûr, hein, elles ont du mal à être reconnues par les pays en eux-mêmes. Il y a quelques pays, bien entendu, je ne parle pas des 54 pays d'Afrique, comme si c'était un seul pays. Il y a des disparités. Le Maroc a très bien compris le défi. Le Maroc crée de la compétence sur place et le Maroc garde sa compétence. Mais dans d'autres pays, on voit bien que la compétence, elle est créée, elle est formée. Parfois, elle n'est même pas exploitée. On l'envoie. Et parfois, on envoie des personnes aller se former à l'extérieur. On ne met aucun dispositif pour les ramener. Et même quand ces personnes veulent revenir, ils sont considérés comme la diaspora et on leur met parfois des retenues pour pouvoir les faire venir. Ce qui fait que c'est autant de compétences qui restent à l'extérieur et pourtant on en a besoin dans le pays, dans les différents pays et sur le continent. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci à Goran qui a dû nous quitter, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à mes questions. Et on l'a compris, hein, l'intelligence artificielle bouleverse la cybersécurité telle qu'elle est établie aujourd'hui. Mais elle peut être aussi un formidable atout pour renforcer cette cybersécurité, atteindre une cyber-résilience, qu'on parle des États ou des entreprises. Mais je crois que ce que l'on retient aussi de ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, au-delà de la technologie, qui est évidemment importante, il y a cette nécessité de convergence, de coopération, qu'elle soit sud-sud, qu'elle soit ici sur le continent africain, mais aussi avec ses partenaires à l'extérieur, puisque l'Afrique reste évidemment ouverte sur le monde, aura un rôle clé à jouer. On le voit déjà, ça va s'amplifier dans le futur. Donc toutes ces forces doivent être réunies, et tout cela en s'appuyant sur peut-être un mot, l'humain, les talents, la jeunesse de demain qui devrait faire la différence. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite bien sûr à rester connectés, puisque l'actualité continue en direct de Marrakech sur notre plateau Apid TV. Et on continuera tout à l'heure sur un prochain débat au cœur du futur du paiement en Afrique et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.